Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, associé de French Morning Media Group. Ce webinaire, est dédié à un sujet clé pour de nombreux Français expatriés, le retour en France après une expérience aux États-Unis. Surtout, on va parler de l'anticipation et de votre fiscalité. Vous êtes plus de 250 à avoir pris une place aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre. Donc, comme je disais, on va aborder les points essentiels à maîtriser avant votre retour, la fiscalité de vos revenus professionnels, personnels, financiers, liés à la retraite, la fiscalité de votre patrimoine, les enjeux spécifiques en présence d'un trust, ainsi que les obligations déclaratives à ne pas négliger. Et pour répondre à tout ça, on a Samuel Lévy, avocat fiscaliste au barreau de Paris, qui va vous partager toute son expertise. Donc, je vous invite toujours à nous rejoindre depuis un ordinateur portable si c'est possible pour voir la présentation qui vient de s'afficher en plein écran. On aura aussi à la fin un temps pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans Zoom, c'est QNR ou Q&A, ça dépend si votre Zoom est en français ou en anglais, c'est en bas de votre écran. Pour les gens qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux, posez vos questions dans la section commentaires et on répondra à vos questions en direct à la fin. Allez, je donne tout de suite la parole à Samuel et moi je reviens à la fin pour lui poser toutes vos questions. Bonjour Samuel. Bonjour Romain, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour parler effectivement de ce sujet clé qui est le retour en France après toute une vie professionnelle ou une expérience un peu moins longue, une expatriation aux États-Unis. L'idée de ce webinaire, c'est donc de vous sensibiliser un peu aux différents enjeux à anticiper lorsque vous allez revenir en France. Et pour entrer dans le vif du sujet, déjà comprendre que vous allez changer d'environnement fiscal potentiellement et que ça marche pas du tout de la même façon. Aux États-Unis, vous avez des taxes au niveau de votre État et au niveau fédéral. En France, on a uniquement des impôts nationaux. Les façons de fonctionner ne sont pas les mêmes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et surtout, à partir du moment où vous allez revenir en France, potentiellement, vous allez être imposable en France ou soumis à l'impôt en France sur l'ensemble de vos revenus et l'ensemble de votre patrimoine. Donc, il y a des réelles conséquences à ne pas minimiser ou à ne pas découvrir une fois que vous êtes revenu en France et que c'est potentiellement trop tard d'agir sur différents points, différents leviers qu'on va étudier en France. Et puis, il faut bien avoir en tête qu'il y a d'une part des risques qu'il faut anticiper et éviter. Et puis, par ailleurs, pour l'aspect positif, il y a quand même aussi des opportunités et des pistes d'optimisation ou d'amélioration de la situation qu'il est bon de savoir, qu'il est bon de connaître pour pouvoir en profiter tout simplement et essayer de s'inscrire dans ces régimes de faveur. Les risques étant que la qualification d'un revenu entre la France et les États-Unis n'est pas forcément la même, que dès lors ça peut entraîner une double imposition entre les deux pays, et que quand bien même ces deux risques sont évités, il y a, et on le verra à la fin de la présentation, un certain nombre d'obligations déclaratives à respecter, et donc qu'il faut être vigilant sur ces points et surtout avoir la connaissance en amont pour pas tomber dans ces pièges. On verra également qu'il y a effectivement des régimes de faveur qui peuvent s'appliquer, dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Je pense notamment au régime des impatriés pour les personnes qui sont encore actifs professionnellement et qui sont salariés. Et puis pour les autres ou pour les mêmes, eh bien, il y a peut-être des arbitrages sur la structure de votre patrimoine ou de vos revenus à avoir avant votre retour pour bénéficier un peu des articulations entre la fiscalité française et la fiscalité américaine. Euh, donc, ce qui va déjà être déterminant en fait au moment de votre retour en France, c'est ce qu'on appelle la résidence fiscale en France. Et ça, c'est la première étape
du raisonnement, c'est bah, si je suis résident français, en fait, je suis soumis à une imposition illimitée en France, c'est-à-dire aussi bien sur mes revenus et mes actifs situés en France que mes revenus et mes actifs étrangers, et notamment américains. Alors, tandis que si je suis non-résident, bah, en fait, mes obligations déclaratives et fiscales en France sont limitées aux revenus et au patrimoine français. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on devient un résident fiscal français? Ça, c'est l'article 4B du Code général des impôts qui nous donne un peu les critères de résidence. Il suffit d'en remplir un pour être considéré comme fiscalement domicilié en France du point de vue du droit interne français. Donc, le premier critère, c'est pour les couples mariés, bah, avoir son foyer en France, c'est-à-dire un des deux époux vit en France, éventuellement avec les enfants, bah, je suis résident français. Et puis pour les personnes célibataires sans enfants à charge, si ma présence, mon temps est principalement passé en France, eh bien je suis alors considéré comme résident français. J'attire juste votre attention sur ce premier critère. On entend souvent parler de la règle des 183 jours. Ah bah c'est bon, je vais passer moins de 183 jours en France, je suis pas résident français. C'est faux. Vous pouvez passer moins de 183 jours au cours d'une année en France. Pour les personnes mariées, si votre époux, votre conjointe vit en France avec les enfants, quand bien même vous n'avez pas passé 183 jours en France, vous pouvez être considéré comme résident français. Et pareil, même si vous êtes célibataire et que vous passez moins de 6 mois en France au cours d'une année, c'est quand même peut-être en France que vous passez le plus clair de votre temps, comparé aux autres pays dans lesquels vous passez du temps. Donc attention à ce critère et à cette fausse règle des 183 jours qui en fait n'existe pas réellement. Deux autres critères qui peuvent déclencher une résidence fiscale en France, c'est vous exercez votre activité professionnelle à titre principal en France. Vous êtes un couple marié avec deux enfants. Monsieur ou madame, pour une prise de poste en France, arrive plus tôt que le reste de la famille qui attend le switch de rentrée scolaire pour les enfants. À partir du moment où vous exercez votre activité professionnelle à titre principal en France, potentiellement vous êtes résident français. Donc attention aussi à ce critère-là de rattachement. Et enfin, le troisième, euh, si vous n'êtes pas salarié ou que vous n'êtes plus actif, mais que vous tirez vos revenus d'investissement, de placement, si ces investissements, ces placements sont majoritairement en France, alors vous êtes également considéré comme résident fiscal français. Une fois qu'on a eu cette première étape de raisonnement d'analyse du droit français, il se peut, et il faut être vigilant là-dessus, que quand bien même vous remplissez des critères de résidence en France, vous en remplissiez également aux États-Unis, notamment si le reste de votre famille reste aux États-Unis, ou pour toute autre raison, parce que vous arrivez en fin d'année en France ou des choses comme ça. Et donc, comme on ne peut pas être résident de deux États en même temps, on a une convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis qui nous permet de régler ce conflit de résidence pour déterminer dans quel État finalement vous êtes résident fiscal, puisqu'encore une fois, on ne peut pas être résident dans les deux États en même temps. Donc, tout ça, ça s'analyse bien évidemment au cas par cas, ça dépend des situations de chacun. Mais voilà, c'est déjà un premier point à avoir en tête, c'est votre résidence fiscale, où est-ce qu'elle se situe, parce que de là va découler tout le reste en fait. Euh, et la première chose qui va en découler, c'est en fait l'imposition qui va s'appliquer à vos revenus. Puisqu'on l'a vu, à partir du moment où vous êtes résident fiscal français, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu en France sur vos revenus mondiaux, c'est-à-dire à la fois vos revenus français et vos revenus étrangers. Euh, En France, on a un calendrier fiscal qui colle au calendrier civil, et donc on regarde ce qui s'est passé du 1er janvier au 31 décembre, et en fait, on agrège les différents revenus que vous pouvez percevoir ou que votre foyer va percevoir, à la fois bah, des salaires, des pensions de retraite, des revenus locatifs, des revenus financiers, des plus-values de cession. Voilà, on fait masse de tous ces revenus au niveau du foyer. Donc le foyer, c'est, sauf pour les personnes célibataires sans enfants à charge, c'est les revenus perçus par le contribuable, son conjoint ou son partenaire de Pacs, ses enfants, si jamais les enfants perçoivent des revenus. Et donc, à partir du moment où on est marié ou qu'on a conclu un Pacs, on est soumis à une imposition commune en France, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un joint filing. Il n'y a pas d'option particulière, déclaration commune, déclaration séparée, sauf, sauf en cas de mariage, divorce, décès au cours d'une année, mais ce sont des cas un peu spécifiques.
Et par ailleurs, en France, on prend en compte votre situation de famille, c'est-à-dire que vous avez un nombre de parts qui vous est attribué en fonction de la composition de votre foyer fiscal. Chaque conjoint bénéficie d'une part et les deux premiers enfants donnent une demi-part supplémentaire chacun. Et à partir du troisième enfant, c'est une part complète. Donc, une famille de deux parents, deux enfants vont avoir trois parts. Pourquoi c'est important ces parts? Puisque en fait, on va diviser le revenu global de l'année du foyer par ce nombre de parts pour appliquer le barème que je vous ai indiqué dans le slide. Donc, c'est un barème progressif. C'est tranche par tranche, hein. Si vous gagnez plus de 180 917 euros, tous vos revenus ne sont pas imposés à 45%. Les premières tranches sont imposées à 0, 11, 30, puis 41%. Voilà. Mais d'où l'importance d'avoir un quotient familial potentiellement élevé, puisque ça va atténuer un petit peu la progressivité de l'impôt. Euh, Puis ensuite, il y a des petites corrections sur le calcul de l'impôt. C'est juste pour vous donner des ordres de grandeur et vous donner une idée de comment sont imposés vos revenus à l'impôt sur le revenu. Sachant que on aime bien les impôts en France, je pense que vous le savez, il y a depuis 2012 une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Exceptionnelle parce qu'elle était censée pas durer très longtemps, ça fait déjà 14 ans qu'on l'a maintenant, et qui concerne les contribuables dits aisés et qui perçoivent, alors ça dépend si vous êtes une personne seule, encore une fois, ou si vous êtes un couple marié ou pacsé, donc pour les personnes seules, à partir de 250 000 euros, vous êtes concerné par cette contribution. Pour les personnes mariées, c'est à partir de 500 000 euros. Ensuite, vous avez deux tranches à 3 et 4%. Donc, ce qui vient en fait augmenter ce qu'on appelle le taux marginal d'imposition, puisque à l'impôt sur le revenu, je reviens en arrière, la tranche marginale est à 45%. Si vous avez des revenus, même quand vous êtes marié à plus d'1 million d'euros, eh bien, en fait, votre taux marginal d'imposition, c'est même 49% pour l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, ce sont des choses à avoir en tête pour savoir un peu dans quel environnement fiscal vous allez évoluer lorsque vous reviendrez en France. Et ensuite, sur les différents types de revenus que vous pouvez percevoir, il y a aussi des choses à avoir en tête et des petits warnings que j'aimerais vous donner. Première catégorie de revenus, donc les revenus professionnels, c'est-à-dire ceux qu'on perçoit en contrepartie de l'exercice d'une activité professionnelle. À partir du moment où vous revenez en France et que vous êtes résident français, ces revenus-là sont imposables en France. Donc ça concerne principalement des salaires pour les personnes qui sont salariées, mais également pour les personnes qui seraient un peu entrepreneurs individuels ou qui recevraient aux US un K1, par exemple. Eh bien, on a un peu la même chose en France. Si vous exercez une activité commerciale, libérale ou agricole, eh bien, vous aurez des types de revenus, donc BIC, bénéfices industriels et commerciaux, BNC pour bénéfices non commerciaux ou BA pour bénéfices agricoles. Si vous revenez en France pour ouvrir je sais pas, une activité de vignoble parce que vous avez envie de profiter un peu, eh bien, potentiellement, vous percevrez des revenus agricoles. Euh, Ce sur quoi il faut faire attention, c'est que en fonction de la nature du revenu et du lieu d'exercice, des modalités d'exercice de l'activité professionnelle, l'imposition peut être due en France ou aux États-Unis en application de la convention fiscale. Dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes résident français, il faudra déclarer ses revenus en France. Mais peut-être que la convention fiscale nous dira que ces revenus sont par ailleurs imposables aux États-Unis. Et dans ce cas-là, pour éviter une double imposition, vous pourrez bénéficier d'un crédit d'impôt en France euh, qui dépendra de la nature de l'activité, etc. Il y a vraiment deux sujets sur lesquels je vous invite à faire attention et qui illustrent bien ces sujets-là. C'est si vous continuez à percevoir une rémunération de source américaine après votre retour en France. Que ce soit une rémunération un peu exceptionnelle ou même récurrente, si vous continuez à être payé par votre employeur américain le temps qu'une structure se crée en France, par exemple. Ou bien donc de manière plus ponctuelle, vous avez un dernier bonus à percevoir lié à votre activité antérieure exercée aux États-Unis, mais qui sera perçu après votre retour en France, ou des RSU, donc actions gratuites, ou du carré d'intérêt si vous travaillez dans des fonds d'investissement. Ces revenus-là peuvent faire l'objet d'une imposition à la source aux États-Unis et en France en qualité de résident français. Donc, il faut être vraiment vigilant sur ces sujets-là. Donc, voilà. Si après votre retour en France, vous continuez à percevoir des éléments de rémunération américains,
Il faut être très vigilant sur ces sujets. Et autre sujet, c'est l'exemple que je donnais un peu plus tôt, pour les besoins d'une prise de poste en France, un des deux conjoints vient en France un peu plus tôt, mais enfin, l'autre conjoint et les enfants restent aux États-Unis jusqu'aux vacances d'été pour les études et pour que ça matche avec une rentrée en septembre en France. Pareil, il peut y avoir des obligations déclaratives et fiscales dans les deux États. Euh, Autre focus qui concerne les revenus professionnels et plus particulièrement pardon, les salariés. Si vous revenez en France pour continuer à travailler en tant que salarié, vous pouvez potentiellement bénéficier du régime qu'on appelle les impatriés, qui est enfin, qui est vraiment très intéressant. Il nécessite de respecter deux conditions. Et donc ça, il faut vraiment y prêter attention avant votre arrivée en France. D'une part, c'est de ne pas avoir été résident français au cours des 5 années qui précèdent la prise de poste en France. Donc, si ça fait plus de 5 ans que vous êtes parti de France, cette condition-là est remplie. Et la seconde condition, c'est soit vous êtes envoyé en France dans le cadre d'une mobilité intragroupe par votre employeur, euh, soit vous étiez en poste aux États-Unis et vous vous faites en gros recruter par une société, une entreprise établie en France. Mais il faut vraiment que ce recrutement soit matérialisé avant votre arrivée en France. Vous ne pouvez pas, pour bénéficier de ce régime, rentrer en France et décider quelques mois plus tard de trouver un job en France. Là, vous ne pourriez pas bénéficier de ce régime. Le but, c'est vraiment d'être attractif pour attirer les talents depuis l'étranger vers la France, mais ça s'applique bien évidemment aux personnes de nationalité française. Il n'y a pas de condition de nationalité. Si vous remplissez ces conditions, vous bénéficiez de certaines exonérations, certains avantages fiscaux. D'une part, vous pouvez exonérer partiellement votre rémunération. Donc, ce qu'on appelle la prime d'impatriation, c'est la rémunération qui est liée à votre venue en France. Donc, soit est réelle, c'est-à-dire que votre employeur vous verse un complément de rémunération pour venir en France, soit on peut avoir une exonération forfaitaire. Et puis, par ailleurs, vous pouvez exonérer si vous avez des business trips hors de France dans le cadre de ce nouveau poste. Eh bien, la rémunération liée aux jours de travail effectués hors de France pourront être exonérées. Potentiellement, on peut aller chercher jusqu'à 50% d'exonération, c'est-à-dire que vous avez 500 000 euros de salaire net imposable. Vous pouvez exonérer jusqu'à 250 000 euros potentiellement si vous travaillez pas mal hors de France. Et donc, à un taux marginal d'imposition de 41%, ça fait 112 500 euros d'impôt sur revenu économisé. Donc, c'est vraiment potentiellement très intéressant euh, sur les revenus professionnels. Ensuite, vous avez également une exonération partielle à hauteur de 50% sur vos revenus financiers étrangers. C'est un avantage fiscal certain, mais qui est un peu plus résiduel, euh, puisque bien souvent, pour les personnes qui peuvent bénéficier du régime des impatriés, c'est-à-dire les salariés, la plus grande partie de leurs revenus est constituée de leur salaire. Mais c'est toujours bon à savoir, sachant que ce régime peut s'appliquer jusqu'au 31 décembre de la huitième année qui suit la prise de poste en France, donc quasiment 9 ans en fonction des dates d'arrivée en France, à condition de rester dans le même groupe ou chez le même employeur. Euh, mais donc, encore une fois, vous avez un vrai gain fiscal qui peut se répéter pendant quasiment 9 ans, donc ça peut potentiellement être très intéressant. Pour pouvoir en bénéficier, il faut vraiment sécuriser les choses. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le recrutement soit fait alors que vous êtes aux US et avant votre retour en France et avant le retour de la famille en France. C'est très important. Puis ensuite, il y a des arbitrages sur les modalités d'exonération de la rémunération entre un forfait donc, de 30% ou une prime d'impatriation qui serait prévue au contrat de travail. Tout ça permet d'avoir des leviers de structuration de la rémunération dont on peut discuter avec votre employeur. Mais donc ça, c'est voilà. Pour les personnes qui sont encore salariées et qui reviennent travailler en France, c'est vraiment significatif comme régime et il faut vraiment essayer de pouvoir en bénéficier. Euh, sur les revenus, Conclusion, on n'a pas besoin pardon, dis-moi. d'attendre la retraite pour rentrer en France, c'est ça? On peut rentrer huit Exactement. neuf ans avant. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Ok, top. On a plein de questions qui viennent, mais on répondra, vous en faites pas, à toutes les questions à la fin, hein. Ouais, bien sûr. Sur ensuite donc les revenus personnels.
donc non liés à une activité professionnelle, et qui découlerait d'actifs ou de biens situés aux US. Parce que bon, sur les biens situés en France, bien évidemment, il y a pas de sujet, vous êtes imposé en France. Pour ces revenus-là, encore une fois, à partir du moment où vous êtes résident français, eh bien, vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux et donc ça concerne potentiellement, si vous avez conservé des biens aux États-Unis, les revenus tirés de la location ou de la vente de ces biens immobiliers situés aux US. Et si vous avez conservé des comptes financiers, des comptes d'investissement, des comptes titres aux États-Unis, ce qui est tout à fait autorisé et possible, eh bien, les revenus financiers générés sur ces comptes-là seraient également soumis à l'impôt en France. Donc, on vise les intérêts, les dividendes et les plus-values sur cession de valeur mobilière. On a encore une fois une convention conclue entre la France et les États-Unis qui prévoit potentiellement une imposition également aux États-Unis sur ces revenus-là, dans la mesure où les actifs qui sont source de ces revenus, sont situés aux États-Unis. C'est le cas pour tous ceux que je viens de citer, hein. Si vous aviez acheté votre résidence principale aux US, vous rentrez en France, vous la mettez en location. Les États-Unis ont le droit d'imposer les revenus locatifs, mais comme vous êtes résident français maintenant, il faudra inclure ces revenus dans votre déclaration de revenus et donc il faudra éviter la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt. Et donc, en fonction de la nature des revenus, le crédit d'impôt ne sera pas calculé de la même manière. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques pour pas vous assommer euh, là pendant ce webinaire. Sachez également que ces crédits d'impôt ne sont pas calculés de la même façon pour les personnes qui seraient également US citizen ou qui conserveraient leur green card. Il y a des spécificités, donc il faut l'avoir en tête parce que, encore une fois, tout ça s'anticipe. Le risque, si on ne fait pas notre travail un peu en amont d'analyse et de sécurisation, ben, un revenu peut être qualifié de plus-value immobilière aux États-Unis, alors que ça peut être considéré comme une plus-value mobilière en France sur des types de sociétés, par exemple. Bon, la Convention nous permet d'éviter ce genre de choses, mais il faut quand même se poser la question à chaque fois. Et par exemple, sur les plus-values immobilières, là, pour le coup, on a une vraie différence de règles fiscales, puisque les plus-values ne sont pas calculées de la même façon aux États-Unis ou en France. Euh, donc attention, parce qu'il y a souvent un impôt résiduel à payer en France sur les plus-values immobilières, quand bien même la plus-value porte sur un immeuble situé aux États-Unis. Ce qui entraîne bah, la nécessité de se coordonner entre les deux pays au niveau des déclarations pour éviter les doubles impositions et réclamer les bons crédits d'impôt. Euh, et puis bah, peut-être aussi structurer différemment son patrimoine, ou en tout cas prendre des décisions avant son retour en France, par exemple sur les actifs immobiliers situés aux US. Mais on y reviendra sur l'aspect patrimoine. Donc voilà un peu pour les revenus personnels. Euh, on passe maintenant aux retraites parce que je sais que ça peut vous intéresser grandement. On a la chance depuis 2007 maintenant, donc ça fait quelques temps, bientôt 20 ans, que la convention fiscale a été réécrite pour simplifier un peu les choses et prévoir une imposition exclusive des retraites dans l'état de la source de ces retraites. Donc les pensions ou les retraites de source américaine sont imposables et restent imposables aux États-Unis. Mais encore une fois, comme vous êtes résident fiscaux français, vous devez également les déclarer en France après votre retour. Euh, et encore une fois, on évitera la double imposition entre les deux pays par l'octroi d'un crédit d'impôt en France qui, en principe, correspond à l'impôt français. Donc en fait, il n'y a pas d'imposition effective en France, il y a juste une prise en compte pour déterminer votre taux d'imposition en France. Euh, il faut tout de même être vigilant sur la coordination des règles entre les deux États. Et pour des plans de pension un peu spécifiques, notamment, je pense à des plans de pension volontaires, il faut quand même être vigilant sur le traitement fiscal en France, puisque ça pourrait ne pas être considéré comme de la retraite, mais comme par exemple le débouclage d'un contrat de capitalisation, ça peut arriver. Donc ça nécessite, enfin, ça nécessite voilà, d'être vigilant et de faire une analyse cas par cas quand même pour ne pas se faire piéger, sachant qu'en France, on a potentiellement un régime assez favorable qui permet pour les sorties en capital
bon, lump sum en anglais, qui prévoit une imposition à un taux forfaitaire de 7,5%. Et en plus, c'est après abattement de 10% du capital perçu. Donc en fait, ça fait une imposition effective à 6,75%. Euh, mais ça nécessite de respecter plusieurs conditions. Déjà, des conditions qui s'appliquaient pendant la phase de constitution de ce capital de retraite, c'est-à-dire qu'il faut que les cotisations aient été déductibles lors de leur versement ou que par vous-même, et si c'était par votre employeur, que ce ne soit pas un revenu imposable. Et par ailleurs, et c'est là où parfois il y a des discordances entre les États, c'est que nous, en France, on a besoin que ce soit vraiment débouclé en une seule fois pour pouvoir bénéficier de ce taux préférentiel. Les débouclages partiels à hauteur de, je sais pas, 25, 33, 50% et le reste en rente, ça ne permet pas de s'inscrire dans ce régime-là. Alors même qu'aux États-Unis, ça pourrait être avantageux de le faire. Donc parfois, il y a vraiment des arbitrages à faire entre les deux pays sur les modalités de sortie de ce type de plan de pension qui nécessite du coup l'analyse au cas par cas. Voilà un peu sur la fiscalité des revenus. Je pense, comme le disait Romain, qu'on répondra à toutes les questions à la fin. Donc, on passe maintenant à la fiscalité du patrimoine en France. Deux sujets principaux. Le premier, l'impôt sur la fortune immobilière, autrement appelé IFI. Donc, cet impôt s'applique sur votre patrimoine immobilier, donc à la fois les immeubles détenus directement, mais également les parts de sociétés qui elles-mêmes détiennent de l'immobilier sont concernées par cet impôt sur la fortune. Ça touche donc la valeur nette de votre patrimoine immobilier, c'est-à-dire la valeur de marché au 1er janvier de chaque année, moins les dettes afférentes à ces actifs. Vous avez un crédit immobilier ou un mortgage sur des actifs immobiliers, on prendra la valeur résiduelle, valeur de l'actif immobilier, moins solde restant dû à la banque au 1er janvier pour déterminer votre seuil d'assujettissement ou non et ensuite pour le calcul de l'IFI, puisque à partir du moment où votre patrimoine immobilier net vaut au moins 1 300 000 euros que vous êtes concerné par cet impôt. La chance pour les personnes qui vont revenir en France, c'est qu'à partir du moment où vous étiez non-résident les années précédentes, votre retour en France, eh bien en fait, pendant 5 ans, on va s'intéresser uniquement à votre patrimoine immobilier français. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte pour le seuil d'imposition d'1,3 million et pour le calcul de l'IFI, si jamais, de vos biens situés hors de France, et donc y compris ceux situés aux US. En revanche, attention, à partir de la 6e année, là, c'est l'intégralité de votre patrimoine immobilier qui est pris en compte. Donc, faut faire attention un peu au retour de bâton potentiel, puisque ça peut, comme vous le voyez avec le barème applicable, voilà, vous pouvez être taxé jusqu'à 1, 1,5% de la valeur du patrimoine chaque année en fonction de sa valeur. D'où l'intérêt aussi, mais ensuite il y a des stratégies d'optimisation avec des financements bancaires pour justement avoir une dette ou des choses comme ça. Mais c'est toujours bon d'avoir ça en tête. En France, en tout cas actuellement, il vaut mieux avoir un patrimoine non immobilier qu'un patrimoine immobilier. J'attire également votre attention qu'on est à 1 an des élections présidentielles en France. L'IFI, comme tout impôt, mais particulièrement, est très politique et qu'il a vocation potentiellement à changer, sachant que jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et donc à partir du 1er janvier 2018, cet impôt sur la fortune, il s'appliquait sur l'ensemble du patrimoine, qu'il soit immobilier ou mobilier. Donc, c'est-à-dire que on prenait vraiment tout votre patrimoine en compte, les immeubles, vos comptes bancaires, vos assurances vie, vos véhicules, enfin vraiment tout. Ça a changé en 2018 pour se restreindre aux biens immobiliers. Demain, on n'est pas à l'abri que ça change. En tout cas, à l'heure actuelle, ça ne concerne que les biens immobiliers. Euh, Deuxième point assez important et source potentiellement d'arbitrage à prévoir avant votre retour en France et potentiellement d'optimisation, si on peut appeler ça comme ça, concerne les droits de donation, droits de succession. En France, c'est calculé de la même façon. Juste pour rappel, en France, en principe, à partir du moment où le donateur, donc celui qui donne ou le défunt, est résident français au jour de la donation ou du décès, l'intégralité des biens objets de la donation ou qui sont dans le patrimoine du défunt sont imposables en France.
Euh, donc, il y a un vrai risque de double imposition avec les États-Unis. Et on a la chance, c'est assez rare pour nous, Français, d'avoir une convention dédiée aux droits de donation et succession avec les États-Unis, qui nous permet un peu eh bien de clarifier un peu le traitement dans ces cas-là et de répartir à la fois le droit d'imposition et les modalités d'octroi des crédits d'impôt entre la France et les États-Unis, sachant que à chaque fois, ça va dépendre de la nature des biens, de leur localisation et de la résidence et de la nationalité du donateur slash défunt. C'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que en fonction de si vous êtes français ou US citizen, que vous êtes résident en France ou aux États-Unis et que vous possédez des biens immobiliers, des biens mobiliers ou du numéraire, les règles ne vont pas du tout être les mêmes. Euh, donc, ça nécessite déjà de faire un panorama de votre patrimoine et de dire, eh bien, demain, je suis résident français, je suis propriétaire d'une maison en Californie, de compte titres et d'une assurance vie aux États-Unis, et puis j'ai une maison secondaire en France et telle et telle chose en France, eh bien, comment je vais être imposé? Et du coup, du fait de ces règles-là et des différences, notamment sur les abattements entre la France et les États-Unis, puisque aux États-Unis, vous avez une lifetime exemption qui est assez conséquente, je crois pour 2026, on est à hauteur de 15 millions d'euros. En France, on est à 100 000 euros qu'on peut abattre de la valeur de notre patrimoine qui est donné ou qui est reçu en héritage. Donc, il y a peut-être des optimisations à prévoir avant le retour en France, pendant que tout le monde était aux États-Unis et que tous les actifs sont aux États-Unis, pour bénéficier des règles a priori plus favorables applicables aux États-Unis qu'en France, puisqu'en France, je vous donne donc le tableau. Vous avez donc un seul abattement, donc ça c'est en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants. Vous avez un abattement de 100 000 euros qui est certes rechargeable tous les 15 ans, mais on est très loin, encore une fois, du lifetime exemption applicable aux États-Unis. Et ensuite, eh bien, les taux de droit de donation-succession qu'on appelle des MTG montent à 45% potentiellement. Donc, on n'est pas du tout sur. Et beaucoup plus vite qu'aux États-Unis. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Euh, ce qui, encore une fois, me fait dire que c'est vraiment le sujet à anticiper avant votre retour en France. Est-ce qu'il ne faut pas que soit je procède à des donations au profit de mes enfants avant de rentrer en France, soit que je réorganise un peu mon patrimoine, peut-être que je délaisse l'immobilier pour avoir plus de numéraire ou d'avoir financier ou inversement en fonction des situations. Voilà, toutes ces questions-là, encore une fois, je vous invite à vous les poser avant votre retour en France, avant que ce soit entre guillemets un peu trop tard, qu'il n'y ait plus le choix que de subir les règles applicables. Il nous reste à voir la fiscalité des trusts et ensuite les obligations déclaratives, et puis je pourrai répondre à vos questions. Donc, petit point, petit focus sur les trusts, parce que c'est un outil qui est très usité aux États-Unis et de manière générale dans les pays anglo-saxons. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en fait en droit civil français, le trust. Et donc, le législateur a finalement reconnu fiscalement, on va dire, en France, le trust, mais c'est pour nous assez récent, ça date de 2012. C'est-à-dire que jusqu'en 2012, il y avait un vide juridique en France. On faisait comme si le trust n'existait pas. Et donc, à la fois, l'administration fiscale était perdue et en même temps très frileuse dès qu'il y avait des trusts en jeu et considérait que c'était forcément pour optimiser ou qu'il y avait des abus de droit qui étaient commis via les trusts, alors que pas du tout. Encore une fois, dans tous les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, ce sont des entités auxquelles vous avez très fréquemment recours pour organiser justement votre patrimoine et la transmission aux générations futures. Donc, vous avez tout à fait le droit, une fois que vous rentrez en France, si vous aviez des trusts, enfin, si vous étiez constituant ou bénéficiaire de trusts, vous pouvez continuer à l'être. C'est juste que vous aurez des obligations déclaratives, on va y venir. Il faut faire attention en présence de trust, parce que du coup, maintenant, la France, maintenant qu'elle accepte cette entité en tant que telle, elle
elle essaye de taxer à chaque événement possible. Et donc, elle peut avoir recours à l'impôt sur le revenu s'il y a des revenus, des distributions qui sont faites du trust vers les bénéficiaires. Il y a par ailleurs, quand bien même les actifs immobiliers sont placés en trust, ça ne permet pas d'échapper à l'IFI dont on a parlé juste avant. Et puis ensuite, bah, lors du débouclage du trust, entre guillemets, bien souvent au décès du constituant, mais pas forcément, bah, des transmissions, en principe, sont prévues aux bénéficiaires. Bah, la France n'hésite pas à taxer une première fois lors de la succession. Et si les transmissions, si du fait des termes du trust, les transmissions sont décalées à un événement ultérieur, et que les actifs, par exemple, ont pris de la valeur, bah, la France est très contente de retaxer une nouvelle fois cette prise de valeur, alors même que la transmission n'a eu lieu qu'à ce moment-là. Donc, en tout cas, il faut être très vigilant et ça va vraiment dépendre de la manière dont le trust deed va être rédigé et ce qui est prévu, si c'est un trust révocable, irrévocable. Tous ces sujets-là sont vraiment importants parce qu'ils vont entraîner des conséquences fiscales différentes et donc nécessitent une analyse vraiment très fine et poussée de la manière dont fonctionne et la manière dont est structuré le trust en question, puisque de cela découlent des obligations déclaratives vraiment très strictes en France, qui en soi n'entraînent pas le paiement d'imposition de fait, mais à partir du moment où vous avez un constituant ou un bénéficiaire qui est résident français, si le trustee, donc c'est-à-dire l'administrateur du trust, est résident français, ou s'il y a des biens situés en France, des actifs situés en France qui sont placés dans un trust, alors il y a deux types de déclarations qui doivent être déposées. Des déclarations qu'on appelle événementielles, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'un événement affecte la vie du trust, constitution, modification des termes du trust, il y a un nouveau bénéficiaire qui est intégré, bah, c'est un nouvel événement. Les actifs mis en trust changent, on met un nouvel actif en trust, c'est considéré comme une modification. Bien sûr, s'il y a des distributions, et puis à la fin, lors de l'extinction du trust, tout ça, ce sont des événements qui doivent donner lieu à une déclaration spécifique. Et par ailleurs, encore une fois, à partir du moment où la France, en fait, est impliquée dans le trust, par son constituant, ses bénéficiaires, son trustee ou des actifs, eh bien, chaque année, vous devez déposer aussi une déclaration de trust pour discloser, en fait, la valeur des actifs de ce trust au 1er janvier de chaque année. Encore une fois, ça n'entraîne pas d'imposition, mais vous devez le faire. C'est vraiment très important de le faire. Ces obligations déclaratives sont à la charge du trust et de l'administrateur du trust, qui est bien souvent quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'environnement français, parce que bien souvent, ce sont des prestataires à qui vous faites appel et qui sont très forts en droit américain et pour optimiser, en fonction des états dans lesquels vous vivez, la structuration et la transmission de votre patrimoine, mais qui n'ont aucune idée des obligations déclaratives en France, et c'est bien normal. Sauf qu'à partir du moment où, notamment, il y a un bénéficiaire qui vient en France, ou même vous avez nommé, vous, pendant que vous étiez aux États-Unis, un bénéficiaire en France, parce que c'est quelqu'un de votre famille qui reste en France, attention, ces déclarations-là doivent être déposées, sachant que si l'administration découvre que des déclarations n'ont pas été déposées, elle pratique et elle le fait régulièrement et sans écouter les excuses euh, tout à fait légitimes d'inconnaissance ou d'incompétence, on va dire, fiscale française des trustees. Elle applique une amende forfaitaire de 20 000 euros par déclaration non déposée qui aurait dû être déposée. Donc ça chiffre vite parce que si vous avez structuré votre patrimoine avec plusieurs trusts parce qu'en fonction de la nature des actifs ou des trusts croisés entre époux, bah, il y a une multiplication du nombre de trusts et donc une multiplication du nombre des déclarations qui auraient dû être potentiellement déposées et qui ne le sont pas. Et pour le coup, l'amende de 20 000 euros est multipliée par ce nombre-là. Euh, et bien souvent, en fait, l'administration découvre l'existence de ces trusts lors de la succession, puisqu'il y a une transmission des actifs, et elle n'hésite pas à remonter jusque le plus lointainement possible à partir du moment où quelqu'un vivait en France et aurait donc dû déposer des déclarations. Donc vraiment, si vous êtes structuré en trust, vous n'êtes pas obligé de tout défaire à votre arrivée en France. Il faut étudier de manière sereine un peu quels seraient les événements qui entraîneraient une imposition en France.
Et par ailleurs, ne pas oublier de déposer chaque année ces fameuses déclarations pour éviter les sanctions financières. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais ce sont vraiment des mauvaises surprises qu'on peut avoir avec certains clients qui parfois sont bénéficiaires de trust sans forcément le savoir et le découvrent parfois un peu trop tard. Donc soyez vigilants sur ces sujets-là. Et enfin, pour arriver un peu à la concrétisation ou à la matérialisation de ce que vous devez faire une fois que vous êtes en France, un petit slide sur vos obligations déclaratives d'une année type. J'ai quand même intégré au moment du retour, vous avez, à partir du moment où vous revenez en France, notamment si vous avez des salaires, ces salaires vont être soumis maintenant en France depuis 2018, 2019 à un prélèvement à la source de l'impôt. Si l'administration n'a pas connaissance de votre situation de famille parce que vous n'avez pas déposé de déclaration de revenus depuis très longtemps en France, voire même jamais, ils vont vous appliquer un taux neutre qui ne correspond pas nécessairement au taux qui devrait être le vôtre compte tenu de votre situation de famille. Et donc, ça va potentiellement créer un décalage de trésorerie. Alors, vous avez tout à fait le droit de laisser comme ça, mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de mettre à jour ce taux de prélèvement à la source pour coller au plus près de la réalité et éviter des avances de trésorerie qui ne vous sont remboursées que en septembre de l'année suivant la date de votre arrivée en France. Vous arrivez en cours d'année 2026, vous ne faites rien de particulier, vous êtes soumis au prélèvement à la source. Vous n'obtiendrez le remboursement du trop payé qu'en septembre 2027. Donc, si vous voulez éviter cette attente-là, vous pouvez mettre à jour le taux de prélèvement à la source. Ensuite, sur une année classique, au printemps, les dates changent chaque année, mais en gros, c'est fin mai, début juin, vous devez déposer votre déclaration annuelle de revenus qui donc comporte eh bien la déclaration de vos revenus mondiaux, aussi bien français qu'étrangers. Donc vous avez un certain nombre de formulaires à remplir pour déclarer l'ensemble de ces revenus et demander les crédits d'impôt dont on a parlé précédemment pour éviter les doubles impositions. Sachez également, et ça c'est important quand même de le signaler, à partir du moment où vous avez des comptes bancaires, des contrats d'assurance vie ou des comptes de crypto-monnaie ouverts hors de France, bon, d'une part vous avez le droit d'avoir ces comptes-là et de les conserver une fois que vous revenez en France, mais vous devez déposer des formulaires additionnels, encore une fois, pour discloser l'existence de ces comptes. Il n'y aura pas d'imposition supplémentaire parce que vous avez un compte bancaire aux États-Unis. En revanche, vous devez en mentionner l'existence à l'administration fiscale française. Donc, il faut donner un certain nombre d'informations sur le nom de la banque, le numéro du compte, le type de compte, etc. Sachant que les omissions sur ces déclarations-là sont sanctionnées par une amende de 1 500 euros par compte ou contrat non déclaré. Donc, en fonction du nombre de comptes que vous avez, si vous ne les déclarez pas, ça peut représenter des pénalités quand même significatives, un peu bêtement entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'imposition par ailleurs du fait de la détention de ces comptes étrangers. Et donc tout ça se fait en même temps au moment de la déclaration annuelle de revenus. Ensuite, en fonction de votre situation, vous pouvez avoir d'autres déclarations à déposer. Euh, la première et peut-être la plus fréquente, c'est la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière si votre patrimoine est supérieur à 1,3 million d'euros. Dans ce cas-là, vous avez des formulaires en plus à remplir et qui doivent être souscrits en même temps que la déclaration annuelle de vos revenus. Et puis ensuite, eh bien, de manière plus occasionnelle, si vous vendez un bien immobilier que vous aviez conservé aux États-Unis, il faudra déposer une déclaration de plus-value immobilière. Et pareil, si vous êtes bénéficiaire ou à l'origine d'une donation ou d'une succession, eh bien, il y aura des déclarations à déposer lors de ces événements. Sachant que à chaque fois, le fait de commettre des omissions ou de déclarer tardivement vos revenus, votre IFI, vos plus-values immobilières, enfin, tout ce que vous devez déclarer, donne droit par principe à une majoration de 10% de l'impôt qui était dû initialement et à des intérêts de retard qui s'élèvent à 0,2% par mois. Donc voilà, soyez vigilants sur l'étendue de vos obligations déclaratives et sur leur date, sur les délais de dépôt. Et donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ces sujets-là, puisque quand il y a deux pays, enfin, quand il y a une articulation entre deux pays dans les déclarations de revenus, c'est un petit peu plus complexe qu'une déclaration basique, on va dire. Donc voilà un peu les sujets sur lesquels je souhaitais vous alerter aujourd'hui. Vous aurez mes coordonnées en fin de slide et on a un peu de temps pour répondre aux questions, Romain,
tu veux me les partager. Exactement. Merci beaucoup. On va peut-être mettre le slide avec tes contacts pour les gens qui doivent partir. Je crois que c'est ton dernier slide. Donc là, on a Oui. le numéro de portable de Samuel et son email. Donc, l'appelez pas tout de suite. Il est en webinaire. Euh, Et pour les dernières questions, je laisse encore une seconde et je vais fermer la prise de questions parce que on a beaucoup de questions qui ont été posées. Euh, Allez, on va essayer de répondre au maximum de questions. Il y a certaines questions qui sont peut-être un peu longues que j'enverrai du coup à Samuel. Puis je vous laisse voir après avec lui directement pour avoir des réponses un peu personnalisées. Euh, c'est parti, on a une première question de Baptiste. En fonction des sujets abordés par Samuel, quel est le séquencing à mener pour les déclarations US France, en particulier l'année 1 du retour dans un contexte de régime des impatriés? Donc, je ne sais pas si tu l'as donné déjà, si tu veux juste le redonner en une seconde. Quel est un peu Euh, le séquencing à mener? Je peux. non, mais en fait l'année 1 du retour, il va pas y avoir. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par année 1, mais euh, pour reprendre l'exemple de Baptiste potentiellement, arrivé en France en 2026, la première déclaration qui sera déposée en France, ça sera en printemps 2027 pour déclarer les revenus 2026. Dans cette déclaration, il faudra effectivement intégrer le bénéfice du régime des impatriés si jamais la personne peut en bénéficier. La chose qui se passe au niveau déclaratif entre la France et les US, c'est qu'on n'a pas les mêmes dates et qu'aux US, on doit déclarer avant, puisque c'est au 15 avril, sauf demande d'extension. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que on travaille avec le fiscaliste ou le comptable qui fait les déclarations américaines et on envoie une estimation d'impôt à cette personne pour qu'il puisse réclamer, s'il y a besoin, le crédit d'impôt aux US. Et puis ensuite, en France, on dépose notre déclaration classiquement avec le bénéfice du régime des impatriés, quoi. Donc, j'espère, je ne sais pas si ça répond à la question de Baptiste, mais voilà en gros ce qui se passe. Ok. On a un auditeur anonyme qui nous dit comment trouver le meilleur équilibre entre garder des fonds investis aux US et ramener du cash en France? Quel est l'impact fiscal aux US et en France? Bah, j'ai envie de dire que ça dépend un peu des situations et des objectifs, parce que le fait de rapatrier des fonds en France en soi n'est pas constitutif d'un revenu imposable. Donc on peut le faire assez librement. Ensuite, sur l'opportunité de répartir entre la France et les US, bah, ça va dépendre si vous bénéficiez du régime des impatriés qui permet d'exonérer la moitié des revenus financiers étrangers. Dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire de tout garder aux US. Ou si on revient en France de manière plus classique hors régime des impatriés. Dans tous les cas, on sera imposé en France à la flat tax à 31,4% et on bénéficiera d'un crédit d'impôt égal à l'impôt qui aura été retenu à la source aux US, qui est censé être plafonné à 15% quand on est maintenant résident français. Donc il y a pas forcément de... Ben, l'arbitrage, il peut pas être donné comme ça, quoi. Il faudrait peut-être en discuter un peu plus avec cette personne. Bien sûr. Si jamais tu veux lire aussi les questions en même temps, Oui. elles sont Euh, disponibles dans oui, Q&A en oui, bas. je les ai Comme sous ça, les tu peux les yeux. lire en même temps que je les lis. Oui, donc un autre On a un spectateur auditeur anonyme qui disait ces taux sont hors cotisation sociale, salariale et patronale, donc le taux total reste bien supérieur. Est-ce que c'est exact? Oui, alors effectivement, je n'ai pas parlé des cotisations de sécurité sociale. Ça s'applique principalement pour les revenus professionnels, hein, donc salaire et puis revenus d'activité type BIC, BNCBA. Effectivement, sur des salaires, sur le montant de salaire brut qu'on va vous proposer pour revenir en France, typiquement, vous, salariés, employés, vous allez bah, devoir payer environ 20% de cotisation sociale. Donc en fait, le brut est diminué de 20% et sur les 80% restants est calculé l'impôt. Donc oui, les taux sont supérieurs. En revanche, les taux de cotisation patronale, si vous êtes salarié, ça vous importe peu en fait, parce que c'est l'entreprise qui va les supporter à part et ça n'impacte pas vous, votre net en poche en fait. Parfait. On a un autre auditeur anonyme qui disait,
Si je garde des investissements aux US, mais vis et travaille désormais en France, est-ce que je suis toujours US personne? Bah ça, j'ai envie de dire que c'est peut-être plus une question pour des fiscalistes américains. Je- Euh, Peut-être la question est vis-à-vis des banques françaises, non? Ah, bah, des banques françaises, si vous n'êtes pas citoyen américain et si vous n'êtes pas résident américain, ce qui a priori n'est pas le cas si vous venez vivre et travailler en France, vous n'êtes plus US personne. En revanche, il faudra peut-être, enfin, et en tout cas, il faudra déclarer ces comptes d'investissement américains dans le cadre de vos déclarations annuelles de revenus. Ça, c'est sûr. Mais je pense que Voilà. vous perdez la qualité du US personne. Donc on pourra rouvrir un compte en banque à la BNP. Exactement. Euh, Qu'en est-il des revenus Managed Account Places aux US d'un auditeur anonyme? Je ne sais pas ce que c'est, peut-être Moi que... non plus. Ok, on reprendra la question plus tard. Comment peut-on éviter de payer des impôts en France sur des revenus US? Ben, ça, en fait, c'est un peu ce que je disais en trame pendant mon intervention. C'est-à-dire que vous êtes résident français, vous percevez des revenus américains. On va aller regarder les différentes dispositions de la convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis pour éviter la double imposition en France. Et donc, en fonction de la nature des revenus, si ce sont des revenus immobiliers, si ce sont des revenus financiers, eh bien, vous aurez un crédit d'impôt qui pourrait être égal soit à l'impôt payé aux États-Unis, soit à l'impôt qui aurait dû être payé en France, ce qui permet d'éviter la double imposition. Et donc, bah, en fait, vous ne payez pas vraiment d'impôt en France sur ces revenus. Il y a toujours un petit potentiel frottement fiscal parce que même quand vous avez un crédit d'impôt égal à l'impôt français, donc ce qui veut dire en somme que vous ne payez pas d'impôt en France sur vos revenus US. En revanche, vos revenus US sont quand même pris en compte pour déterminer votre taux d'imposition qui s'applique à vos autres revenus, donc c'est-à-dire vos revenus français. Donc il y a toujours un petit frottement fiscal qu'on ne peut pas éviter, mais qui n'est pas considéré, en tout cas par l'OCDE et par les différentes administrations fiscales, comme une double imposition. On a un auditeur anonyme qui nous dit, je suis de retour en France depuis janvier 2025 pour une prise de poste. Mon épouse reste aux États-Unis avec mes trois enfants pour raison de son travail et études des enfants. Comment dois-je procéder pour ma déclaration d'impôt en France? Eh bien, en fait, ça reprend le tout début des slides sur la notion de résidence fiscale, parce que pour cette personne, en fait, euh, c'est probable qu'elle soit en fait non résidente française. Si on a une analyse un peu poussée de sa résidence fiscale, il faudrait peut-être en parler en privé, entre guillemets. Mais potentiellement, cette personne est non résidente française et donc il faudrait déposer une déclaration en tant que non résident pour ne déclarer que les revenus français. Donc, s'il y a des revenus parce que la personne a repris un emploi en France, eh bien, les revenus salariaux français. Mais dans ce cas-là, attention, parce que bien souvent, les employeurs n'ont pas ces informations-là en France et vous ont considéré comme résident français. Et les modalités d'imposition résident-non résident n'étant pas les mêmes, ça peut donner lieu à des rectifications euh, nécessaires avant de déposer la déclaration de revenus. Donc, si jamais c'est donc un retour en France en 2025 avec une première déclaration à déposer là au printemps 2026, il faut prendre les choses en main maintenant pour clarifier tout ça. Un auditeur anonyme nous dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, détailler la relation entre le revenu et le quotient familial pour déterminer le montant s'impliquant au barème progressif? Bah, c'est très simple, hein, la relation, c'est une division, c'est-à-dire qu'on prend le revenu global de la famille et on le divise par le nombre de parts du quotient familial. Donc, si vous êtes un couple marié avec deux enfants à charge, vous avez trois parts. Pour simplifier les choses, on va dire que vous avez 300 000 euros de revenu global. Eh bien, en fait, on va diviser 300 000 par 3, ça va donner 100 000 pour appliquer le barème que j'avais indiqué à l'écran tout à l'heure. Ça va donner un résultat et ce résultat, on va ensuite le multiplier par le nombre de parts, c'est-à-dire 3, pour connaître le montant d'impôt à payer. Il y a ensuite des corrections, donc c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais globalement, le raisonnement est celui-là. On a une question de Catherine. Est-ce que les revenus d'une LLC rentrent dans la catégorie revenus professionnels? Et si oui, y a-t-il une différence entre le statut de résident et de non-résident? Alors oui, effectivement, dans une LLC, potentiellement, ce sont des revenus professionnels que vous percevez. Et j'ai envie de dire, si c'est une LLC, donc une société américaine, et que vous êtes non résidente, bah, il y aura
priori pas d'imposition en France, puisque ce sont des revenus, ce ne sont pas des revenus français. En revanche, si vous êtes résidente française, là, attention, parce que sur les revenus de LLC, de partnership et d'autres types de structures, des corporations notamment, il y a vraiment des dispositions très spécifiques que la convention fiscale nous donne. Donc là, faut vraiment rentrer dans le détail de l'analyse. Je ne vais pas pouvoir répondre là en quelques instants. Merci. On a un auditeur anonyme qui nous dit, j'ai été expatrié aux États-Unis pendant 3 ans, 2022, 2023, 2024. Je suis de retour en France depuis janvier 2025 pour une prise de poste. Est-ce que je peux bénéficier des réductions d'impôts en France pour l'exercice 2025? Et si oui, lesquelles? Alors, cette personne ne pourra pas bénéficier du régime des impatriés, puisque ce que je comprends, c'est qu'elle n'a pas été résidente française pendant 3 ans. Or, il faut 5 ans de non-résidence avant la prise de poste en France pour bénéficier du régime des impatriés. Donc, si les réductions d'impôts dont il est question concernent le régime des impatriés, malheureusement, la réponse est non. Ensuite, on a d'autres réductions d'impôts, mais qui ne sont pas liées à la mobilité internationale. On peut, si on donne à des charities ou si on fait garder ses enfants, on a des réductions d'impôts. Mais je pense pas que ce soit ça qui était visé. Donc, pour le régime des impatriés, malheureusement, 3 ans d'expatriation. S'il y en a pas une avant 2022, malheureusement, ça ne sera pas possible d'en bénéficier. Parfait. Je vais prendre la question de Serge après. Je vais essayer de prendre quelques questions un peu plus rapides. Un auditeur anonyme, quelle est la fiscalité des whole life insurance si prêt à soi-même pour être utilisé en France? Euh, Assurance vie américaine, whole life Oui, insurance. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. En fait, tant qu'il n'y a pas de débouclage, il ne se passe pas grand-chose parce que les sommes sont réinvesties automatiquement et donc il y a une sorte de rollover. Donc, en fait, tant qu'il n'y a pas de constatation de revenus et de sortie de revenus, oui, il n'y a pas d'impôt en France. La question se posera lorsqu'il y aura le débouclage du plan. Mais les règles changeant régulièrement en France, c'est un peu compliqué. Et même la convention fiscale. Elle a changé en 2007, on n'est pas à l'abri qu'elle rechange à l'avenir sur les retraites. Donc, en tout cas, pendant la durée de vie de ces différents types de plans ou comptes, il y a pas d'imposition en France. Question de John. Quel intérêt d'un trust pour une US personne rentrant en France en matière de fiscalité? Il y a pas, du point de vue français, il n'y a pas d'intérêt particulier à avoir un trust, hein. Souvent, les trusts sont établis parce qu'on pense que les personnes vont rester toute leur vie aux États-Unis. Donc, très bien, la France prend acte en quelque sorte, mais ça va pas être un vecteur d'optimisation du point de vue français, ça c'est sûr et certain. On a une question d'un auditeur anonyme. Je vends ma maison avant de partir des US en mai 2026. Je vais être imposé aux US pour la plus-value. Vais-je être aussi imposé en France pour cette plus-value, sachant que je serai résidente fiscale français cette année-là? Alors, on a la chance en France d'avoir des split years pour la résidence fiscale, ce qui fait que ce qui se passe avant la date de retour en France ne va pas intéresser la France, sauf si bien sûr ce sont des revenus français, mais là, pour la vente d'une maison aux États-Unis, la France ne va pas regarder ce qui s'est passé avant la date d'arrivée de cette personne en France. Donc, si la maison est vendue avant l'arrivée en France, ça ne sera imposable qu'aux US et pas en France. Un auditeur anonyme. Quelle est l'imposition d'un trust pour une personne célibataire qui a une double nationalité France-US qui décide de rentrer en France? Alors, c'est pas que je veux pas répondre à cette question, mais sans avoir analysé les termes du trust, enfin, c'est-à-dire le trust deed, la nature des actifs qui sont dedans et la façon de fonctionner, c'est impossible de répondre à cette question. Il faut vraiment analyser le trust en lui-même. On a un auditeur anonyme qui nous dit, j'ai la double nationalité, je vais être résident français en 2026, retour juin 2026. Avant de partir, j'ai transféré mon RBA sur mon 401k et mon 401k sur mon IRA. Transfert global dans les deux cas. Je suis pas imposé aux US pour ces transferts. Est-ce que je vais être imposé en France?
Pareil que pour la cession de la maison avant retour en France, à partir du moment où ces opérations ont lieu avant le retour en France, vous n'allez pas être résident fiscal français pour toute l'année. Vous serez résident fiscal français à partir de votre date de retour. Donc, encore une fois, les opérations qui ont été réalisées avant n'intéressent pas la France, donc il n'y aura pas d'imposition en France sur ces transferts-là. Concernant un auditeur anonyme, concernant le régime d'impatriation et plus précisément l'exonération, il me semble qu'en lieu et place du temps passé à l'étranger, il est possible de bénéficier d'une exonération sur la différence théorique entre le salaire perçu et le salaire moyen pour un poste équivalent. Celui-ci existe. Est-ce bien le cas? Alors, non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que vous avez bien deux branches d'exonération dans le régime des impatriés. Vous avez d'une part la prime d'impatriation, d'autre part l'exercice d'une activité hors de France. Sur la première branche, effectivement, une fois qu'on a exonéré la prime d'impatriation, qu'elle soit réelle ou forfaitaire et donc 30%, le salaire qui reste imposable ne peut pas être inférieur à ce qu'on appelle un salaire de référence, qui correspond au salaire, alors c'est pas la moyenne, c'est potentiellement le plus bas salaire perçu par un salarié occupant un poste équivalent. Donc, c'est plus un garde-fou sur le montant de l'exonération qu'on peut aller chercher qu'un type d'exonération à proprement parler. Un auditeur anonyme qui nous dit bonjour, les Roth IRA sont-ils aussi exempts d'impôts en France? Les SEP IRA et Solo 401k, compte d'épargne retraite pour travailleurs indépendants, sont aussi considérés par le fisc Ouais. français comme des comptes d'épargne retraite imposables seulement aux US. Oui, oui, ce sont des comptes d'épargne retraite américains, donc imposables aux États-Unis. Comme vous êtes résident français, il faudra les déclarer. Et donc, les modalités de déclaration et d'imposition en France euh, pourront dépendre de est-ce que c'est au barème progressif, est-ce que c'est le taux forfaitaire de 7,5%. Mais globalement, oui, ce sont bien des comptes d'épargne retraite imposables aux US. Un auditeur anonyme qui nous dit en 2025, j'ai fait une donation immobilière à mes enfants en gardant l'usufruit alors que j'étais résidente US et mes enfants résidents français. Depuis, je suis rentré en France suite à des problèmes de santé et mes enfants ont eu leur carte verte et sont partis aux US. En cas de décès, comment cela va se passer pour mes enfants? Alors, bah en France, à partir du moment où la donation a eu lieu, la nue propriété a été donnée aux enfants lors du décès de l'usufruitier, donc du donateur. Il se passe rien de particulier en fait. C'est totalement neutre. En fait, la propriété a déjà été transmise de manière un petit peu optimisée grâce au démembrement de propriété. Donc en France, il ne va rien se passer. Aux US, est-ce que la donation, enfin, est-ce que le démembrement de propriété est reconnu? Il faut s'interroger avec et adresser cette question plutôt à un conseil américain. Un auditeur anonyme nous dit, je suis rentré en France de façon imprévue suite à un gros problème de santé. Du coup, je n'ai rien pu préparer. Mon employeur français m'a basculé sur contrat français. Quelle sera l'imposition si je récupère l'intégralité de mon 401k? Alors là, le problème, si je comprends bien, c'est que potentiellement le 401k va être récupéré avant l'âge de la retraite. Et donc, il y a potentiellement, ça peut être plus être considéré comme un compte, enfin, un plan d'épargne, un plan d'épargne retraite, pardon, comme un plan de capitalisation avec une imposition potentiellement en France. Là, typiquement, on est peut-être dans un cas où les deux pays ne vont pas avoir la même approche sur la nature du revenu et où donc peut-être il y a une double imposition, mais il faut peut-être qu'on en parle un peu plus en détail pour s'assurer du traitement en France. On va remettre le slide avec les contacts de Samuel. Je vais essayer de traiter aussi les trois dernières questions. Question de Cédric. J'attends juste que voilà, on a le partage, c'est parfait. Cédric qui nous dit un 401k lorsqu'on vit en France, c'est une imposition forfaitaire de 30% ou le barème progressif américain quand on se verse quelque chose. La France impose aussi ses distributions, crédit d'impôt ou double imposition. Enfin, la France compte un pays lorsque l'on vit à l'étranger pour les trimestres de la retraite, mais sans salaire équivalent SMIC. Est-ce que c'est bien ça? Merci.
Alors, sur le 401k, en cas de distribution, euh, ça va être, en fait, on va regarder déjà si vos cotisations sont déductibles au 401k ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va pas taxer 30% de la distribution, on va seulement taxer la part dans cette distribution de prise de valeur entre le moment où vous avez cotisé et le moment où vous distribuez. Mais oui, potentiellement, c'est un revenu financier, donc imposé à 30%, qui est passé à 31,4% depuis le 1er janvier 2026, qui correspond à la flat tax sur les revenus financiers en France. Alors, en revanche, sur les modalités de calcul des droits à retraite, je dois dire que j'atteins mes limites. On a un accord de sécurité sociale et de totalization agreement pour prendre en compte effectivement les trimestres cotisés dans un autre pays, en tout cas avec les États-Unis. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question de manière très utile. On a notamment pas mal de webinaires à ce sujet-là avec nos experts en calcul de retraite internationale, donc Ouais, n'hésitez ça sera pas. peut-être. C'est disponible sur YouTube et un peu partout sur frenchmorning.com. Euh, on a Serge qui nous dit bonjour du New Jersey. Je vais me relocaliser avec ma femme dans la région toulousaine début juillet, après 36 ans aux États-Unis. J'ai la double nationalité, ma femme est américaine, je travaillerai aux USA jusqu'à début juin. Self-employed, mon business est américain. Ma femme est à la retraite depuis septembre 2025, retraite américaine. Donc, je pense que c'est la Social Security. Je touche ma retraite Social Security américaine depuis 3 ans. Je touche aussi une très petite retraite, autour de 140 euros par mois, de l'assurance retraite en France depuis 2 ans. Je continuerai sans doute une activité épisodique de mon business américain et j'aurai sans doute une activité limitée de coaching avec des entrepreneurs français intéressés dans la démarche américaine. Et je vois qu'il n'y a pas de questions. Et voilà. Donc, bah, Serge, bon retour en France. Euh, on a un auditeur anonyme. Ah Mais bah ça, on l'a celle-là, on déjà l'a eu. déjà Ouais, répondu, donc c'est bon. Eh ben, on a répondu à toutes les questions. magnifique. C'est parfait. Euh, on essaie toujours de limiter en temps. On a déjà dépassé de 10 minutes. Donc, on va clôturer là. Si Ouais. vous avez encore des questions, à l'écran s'affiche, on a la chance, on a le numéro de portable de Samuel et son email. Donc, n'hésitez pas. Et puis, Samuel, j'espère à bientôt. Et merci pour toutes ces précisions. C'était un sujet dense, mais que tu nous as bien présenté. Et j'ai à peu près tout compris, donc on est bon. Bah, c'est magnifique. J'espère, je vous remercie toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin et d'avoir écouté un peu ces sujets qui, certes, sont très importants, mais qui peuvent parfois faire peur ou pas paraître passionnants. Donc, j'espère que j'ai rendu ça un minimum vivant et que vous avez compris mes propos. Voilà. Donc, Romain, tu me rassures déjà sur ce point-là, c'est parfait. Mais merci encore et j'espère à bientôt pour un autre sujet de fiscalité. Bonne Avec plaisir. journée, bonne soirée, où que vous soyez Merci. dans le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.